Je suis Clémence Denarié, je suis ingénieure mécanique de formation. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie, notamment dans l'automobile, en forge, usinage, traitement thermique. Je me suis formée entre-temps au bilan carbone, l'analyse de cycle de vie et tous les sujets climatiques liés aux industries. J'ai rejoint la société Ronki Solutions et on accompagne des industriels en décarbonation, mais également à tout ce qui est adaptation au changement climatique. Et on va se concentrer pendant la demi-heure à venir sur l'analyse de double matérialité, l'identification des IRO. Donc, pour rappel, l'objectif de la CSRD, c'est de sortir un rapport structuré. Il y a une méthode pour ça qui est définie par l'EFRAC, qui est possible de suivre. Et le point de départ, c'est la double matérialité. Mon but pendant les 30 minutes, ça va être de démystifier la pratique de la double matérialité, comment concrètement on peut s'y prendre. On va parler donc de l'identification des impacts, risques et opportunités. Et tout ça sur du court, moyen et long terme. Long terme, on va parler notamment de résilience, puisque une opportunité de la CSRD, ça va être de réfléchir à la stratégie de l'entreprise pour assurer la pérennité de l'entreprise sur des sujets qui n'étaient pas forcément évoqués auparavant. Et enfin, on va clôturer les 30 minutes avec des retours d'expérience d'entreprises qui ont réalisé leur double matérialité. On va commencer par décrire le déroulé de la méthode. Alors, cette méthode, elle n'est pas imposée par la CSRD, c'est celle qui est pratiquée, qui est assez logique, avec une première étape de cadrage où on va désigner un pilote, parce que comme pour tout projet, il faut un pilote pour que le projet se déroule bien. La première étape ensuite, la deuxième étape, ce sera de cartographier la chaîne de valeur. Ensuite, définir les catégories qui sont pertinentes pour l'entreprise. Donc ça peut être fait un petit peu en amont, on va y revenir. Ensuite, deuxième gros bloc, on va voir la synthèse de l'existant. Parce qu'en interne, vous avez déjà beaucoup de ressources. Vous allez avoir beaucoup de données RH, mais aussi des rapports que vous faites peut-être à l'Adréal, des données qualité, etc. Vous pouvez aussi retrouver des ressources externes. Il y a de la bibliographie sectorielle qui existe. Donc ça, c'est des données qui sont accessibles aussi. Et puis, vous allez élargir l'équipe pour l'effort pour apporter de nouvelles données. Vous allez élargir du coup l'équipe projet. On en vient donc à notre thème central qui est la double matérialité. Pour ça, c'est pas mal de commencer par discuter avec les autres parties prenantes. On expliquera tout à l'heure de qui il s'agit. On fait une étape de brainstorming pour l'identification des IRO. Le but, c'est vraiment de générer le plus d'idées possible pour ensuite ne récupérer que les plus pertinentes. On va réaliser la matrice de double matérialité, sélectionner les fameux ESRS qui sont pertinents pour l'entreprise, puis arriver à la quatrième étape qui est la documentation des ESRS. Ça se fait de manière narrative, chiffrée et sourcée dans tous les cas, et c'est très détaillé dans les documents de la CSRD. Et enfin, le but final, c'est de remettre un rapport en ligne qui est à vérifier par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers. Avant que vous preniez peur, il faut bien noter que la CSRD est en amélioration continue. Le rapport, il pourrait être agrémenté au fur et à mesure des années. On va commencer tout de suite avec l'étape de cartographie sur un exemple d'application pour Mecaris. Alors d'abord, je vais vous présenter Mecaris. Donc c'est une entreprise de 2 PME, au total 250 salariés et d'un chiffre d'affaires de 51 millions d'euros. Donc, le groupe est spécialisé dans l'usinage, le traitement thermique, la forge. Séparément, chacune des PME n'est pas soumise à la CSRD. Elles sont trop petites. Mais le groupe, lui, il est soumis. On a donc un site qui est en Savoie, un site qui est dans la Loire et un site en Italie, du côté de Turin. En modèle d'affaires, on a de la vente de pièces, c'est-à-dire l'achat d'ébauches forgées, l'achat de barres d'acier pour la forge et de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise et de la revente des produits. On a aussi de la sous-traitance. Là où ce sont les clients, par exemple, qui achètent la matière première, il n'y a que de la valeur ajoutée réalisée au sein de Mecaris. Les marchés adressés sont l'automobile, l'industrie, les pièces d'agriculture, l'hydraulique, etc. Et l'équipe projet CSRD a été constituée avec en pilote le directeur financier. En autres membres, on va retrouver la direction, les achats, la direction commerciale, les opérations, c'est-à-dire les usines, les ressources humaines, la qualité. C'est souvent les personnes qu'on retrouve au sein des équipes CSRD. Le groupe a décidé de s'appuyer sur un support externe pour l'aider dans sa démarche. Alors, on va regarder la cartographie de Mecaris. Vous allez voir qu'en fait, c'est assez simple. On retrouve au milieu les usines Mecaris, donc les 3 usines. En amont, on va voir les fournisseurs principaux, tout ce qui est barre d'acier, que ce soit depuis des fournisseurs ou des distributeurs. Également les ébauches forgées, l'huile de coupe, les équipements,
En fait, là, vous allez faire un peu la somme des fournisseurs qui sont vraiment vitaux pour vous ou critiques. Et puis en amont, c'est quand même important, c'est quand même assez pertinent de regarder la partie sidérurgie. On va regarder l'extraction de fer, de minerais, les aciéristes, etc. En sortie des usines de Mécaris, on va avoir des déchets, donc les copeaux, les bouts d'usinage ou autres déchets, puisque ça, c'est vraiment une filière à part entière de traitement. Et puis, on va avoir les produits, évidemment, avec du transport. Évidemment, on a du transport en amont aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi important. Donc, en aval, du transport jusqu'à l'usine client, l'utilisation, que ce soit auprès de particuliers ou d'industriels, et puis la fin de vie des produits. Voilà, vous retrouvez les grandes étapes de votre chaîne de valeur. Là-dedans, on va identifier les parties prenantes. Donc là, c'est une proposition de méthode. Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on reprend notre cartographie qu'on vient de voir et puis on la sépare par bloc. Donc la partie entreprise au milieu, l'amont, l'aval. Il y a un point à noter, c'est que pour la CSRD, l'environnement est à prendre en compte comme partie prenante silencieuse tout au long de la chaîne de valeur. Vous allez la retrouver partout. Donc on reprend notre bloc, l'entreprise Mécaris. Nos 3 usines, elles sont situées en Europe. Et donc, vous voyez qu'on a le drapeau européen puisque l'entreprise est soumise à toute la réglementation européenne. L'Europe, là-dedans, est une partie prenante. On a les sites qui sont en France, donc de même, la France est une partie prenante avec toutes ces réglementations, législations, etc. Ensuite, si on réduit en territoire, chacune des régions est une partie prenante, les autorités locales, la ville, mais aussi la DREAL, les voisins, donc tous ceux qui sont limitrophes des usines, les actionnaires, les collaborateurs des usines, les associations, l'environnement, qui sera toujours présent. La même chose en Italie. Donc, on va avoir les autorités locales. Cette fois, c'est le gouvernement italien, pas français, potentiellement la région. On ne va pas retrouver l'ADREAL, mais l'équivalent avec l'ARPA, les voisins, actionnaires, collaborateurs, associations, environnement, etc. Et puis nous, on sait qu'on a beaucoup de transferts, donc de transport interne, notamment entre notre usine de Savoie et l'usine italienne. On se pose la même question pour la phase amont. Donc selon où sont situés vos fournisseurs, de même l'État, les autorités locales, la ville seront des parties prenantes. Là, on regarde bien ceux qui sont auprès de vos fournisseurs. Donc l'ADREAL aussi, on se retrouve aussi en France, les voisins des fournisseurs, les actionnaires des fournisseurs, collaborateurs, les associations, l'environnement. Et donc, le fournisseur, dans ce cas-là, est aussi à prendre en tant que partie prenante. Exactement la même logique pour l'aval. Donc là, vous allez vous poser la question pour l'usine client, enfin votre client, pour les clients finaux, mais aussi la partie fin de vie. Je ne les recite pas, on a exactement la même chose. Donc les clients et les clients finaux sont des parties prenantes également. Une fois qu'on a fait notre cartographie, on a identifié nos parties prenantes, on va définir nos IRO. Donc je répète, c'est impact, risque, opportunité, et la double matérialité pour l'entreprise. Ces IRO, ils sont relatifs à l'entreprise et à la chaîne de valeur sur les sujets environnement, sociétal et gouvernance. On va prendre quelques exemples pour illustrer ça. Donc en impact négatif, on peut citer que votre usine, enfin l'usine de Mécaris, sur son lieu, elle a des voisins et forcément, il y a du flux, du trafic routier, du bruit. Donc ça peut être un exemple d'impact négatif de l'entreprise sur les voisins. Mais on peut aussi citer un impact positif, qui est le fait de créer de l'emploi et donc d'une attractivité économique. Donc là, on a un impact positif pour les voisins, peut-être qu'ils travaillent finalement chez Mécaris, et on a de l'attractivité donc auprès du territoire, de la région. C'est un impact positif. En risque, là, cette fois, on va regarder plutôt les risques pour l'entreprise, sur l'entreprise. Par exemple, RIS Savoie est situé dans la vallée de la Maurienne et en risque qui est de plus en plus présent, ça va être des éboulements, des coulées de boue, notamment sur la liaison Maurienne vers Turin. Là, le risque, c'est qu'en fait, on peut avoir des ruptures d'approvisionnement ou bien d'expédition et donc peut avoir un risque business sur l'entreprise. En opportunité, on peut penser qu'il y a le développement des énergies renouvelables, donc des marchés des énergies renouvelables, et Mécaris potentiellement pourrait se placer sur ce marché. Tout ça, c'est une opportunité business. Vous voyez qu'on a donc à droite opportunité et risque, business pour l'entreprise, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle la matérialité financière. Et à gauche, on a les impacts positifs et négatifs sur les parties prenantes. Donc, c'est les impacts de l'entreprise sur les parties prenantes. Vous avez sous les yeux la définition de la double matérialité introduite par la CSRD. Une fois qu'on a défini tous nos IRO,
Donc, on va prendre des exemples tout à l'heure, mais une fois qu'on a défini tous nos IRO, on va les évaluer les uns par rapport aux autres pour les placer sur la matrice de matérialité. Ce sera l'analyse de matérialité. In fine, on ne gardera que les plus pertinents pour l'entreprise. Pour vous guider un petit peu, on va regarder les différents thèmes d'impact, risque et opportunité. Donc, ils sont définis par la CSRD et ils sont sous forme de liste d'ESRS pour European Sustainability Reporting Standards. Et c'est disponible sur le site de la CSRD. Vous avez tout le détail. On retrouve donc des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères de gouvernance. En critères environnementaux, si on regarde un petit peu la liste, on a le changement climatique, la pollution, les ressources marines et en eau, la biodiversité et les écosystèmes, l'utilisation des ressources et économie circulaire. En critères sociaux, on va retrouver la main-d'œuvre de l'entreprise, les employés de la chaîne de valeur, les communautés concernées, les consommateurs et utilisateurs. Et consommateurs et utilisation. Et en critères de gouvernance, en fait, c'est plutôt la conduite commerciale. Pour rentrer un petit peu dans le détail, dans la CSRD, si on rentre dans les ESRS, on va avoir des listes et on va avoir des data points pour nous guider. Par exemple, si on prend la pollution, dedans, on va retrouver la pollution de l'air, de l'eau, des sols, des substances préoccupantes, des substances très préoccupantes, les microplastiques, etc. etc. Pour l'exemple de la main-d'œuvre de l'entreprise, les questions qui vont revenir sont la sûreté de l'emploi, les horaires de travail, le dialogue social, l'équité homme-femme, le travail des enfants, etc. On revient sur notre exemple de Mécaris. Donc, on reprend notre chaîne de valeur qu'on avait tout à l'heure avec ces blocs, et puis on va chercher nos fameux IRO pour Mécaris. Ça, on le fait sous forme donc, de brainstorming pour générer le plus d'idées possible. Un point très important, c'est qu'il ne faut pas penser seulement au présent, c'est qu'on va penser au court terme, au moyen terme et au long terme. Donc, ce qu'on appelle les horizons temporels. Ils sont définis par la CSRD avec le court terme égal à 1 an, soit une année fiscale de l'entreprise, le moyen terme entre 1 an et 5 ans, et le long terme à plus de 5 ans. Ça peut être ajusté par l'entreprise selon le secteur, ses activités, sa vision stratégique, ses retours d'investissement, tant que vous le justifiez dans le rapport. Par exemple, vous n'allez pas avoir les mêmes retours d'investissement sur des machines d'usinage ou des presses de forge. Donc, ça pourrait tout à fait justifier le fait que votre long terme débute à 8-10 ans et pas 5 ans. On revient sur notre exemple de Mécaris. Et donc, on va générer des idées avec un brainstorming pour trouver des IRO, donc des impacts, risques et opportunités, déjà sur l'entreprise Mécaris. Pour le moment, on se concentre vraiment sur les sites Mécaris. Voilà, il y a quelques idées, je ne vais pas tous les lire. On va quand même en citer quelques-uns pour exemple. Donc, on peut retrouver le fait d'avoir une production au sein de l'Europe. On va avoir une production qui est plus respectueuse de l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de législation qui vous force, qui vous oblige de toute façon à rentrer dans ces clous. De la même façon, vous allez avoir une meilleure protection des salariés en sécurité, en ergonomie, en horaire de travail, etc., que dans d'autres pays. Donc là, on est sur des impacts positifs, d'exemples d'impacts positifs sur les parties prenantes. En opportunité, on pourrait penser au fait qu'on a des compétences métiers qui sont pointues, avec des savoir-faire français, européens qui sont pointus. Ça peut être une opportunité pour vous. On sait que ça existe. Le fait d'aller vers une efficience énergétique permettrait d'aller vers une économie financière et de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ça aussi, c'est une opportunité. On sait aussi qu'en France, on a des guichets de financement de la transition. Il y a beaucoup d'aides financières pour tout ce qui est décarbonation, mais aussi adaptation. En impact négatif, ce qu'on peut citer, donc impact négatif sur les parties prenantes, on peut citer que si vous consommez de l'eau sur certains territoires, on peut aller vers un appauvrissement de la ressource en eau en local. Donc il y a certains territoires qui sont déjà en stress hydrique. On peut parler aussi de l'artificialisation des sols. Si par exemple vous voulez vous étendre, ça a un impact négatif. En continuant sur le sujet de l'artificialisation des sols, on peut rejoindre un risque business pour l'entreprise puisqu'il y a des législations zone artificialisation nette qui existe et qui mettent de la pression sur le foncier. Vous avez aussi un risque sur le fait que financièrement, c'est plus compliqué. Alors déjà, c'est plus dur de trouver des terrains. Financièrement, c'est aussi plus cher d'obtenir des terrains supplémentaires constructibles. On peut citer en risque climatique sur les salariés. On sait qu'on va avoir des chaleurs de plus en plus importantes, notamment au travail. Et donc ça peut avoir un impact sur l'intégrité physique des salariés et du coup potentiellement des accidents du travail et des arrêts de production. Donc ça peut être un risque business pour l'entreprise. En risque, ce qu'on voit dans toutes les industries, des difficultés à l'embauche, une image négative de l'industrie, notamment auprès des jeunes. Donc ça, c'est des difficultés d'embauche qui peuvent avoir un impact sur votre business. En risque, on peut aussi avoir les augmentations des législations nationales, européennes, etc.
Vous voyez qu'on retrouve, donc on rajoute les petites étiquettes, on retrouve des ESRS qu'on a vu tout à l'heure de la CSRD. On retrouve les E1, E2, G1, etc. de tout à l'heure. Tous ces sujets, en fait, ils rentrent dans des cases de la CSRD. On fait le même travail pour les phases amont. Donc là, je vais aller quand même un petit peu plus vite. On va chercher des impacts, risques et opportunités qui sont liés à toutes les phases amont. En impact positif, on peut citer par exemple le fait si on a une politique achat qui tire à l'innovation, on peut avoir un impact positif auprès de notre fournisseur parce qu'on va le pousser à l'innovation, à la différenciation. En opportunité, on peut penser au fait que d'exploiter la circularité, réduire des déchets. En impact négatif, on peut citer évidemment si votre acier vient de loin, vous allez avoir le transport international va avoir un gros impact sur les gaz à effet de serre. Sur les risques business pour l'entreprise, la volatilité, les prix, la disponibilité de l'énergie, je pense que ça c'est le cas pour tout le monde, va être un risque business pour l'entreprise. On fait le même exercice sur la partie aval, donc plutôt la partie client. En impact positif, on peut parler de la création de la filière recyclage localisée si vous avez des clients qui sont situés à peu près au même endroit. Tout dépend évidemment de où se situe le marché. En opportunité, on peut parler d'aller vers donc la transition vers les marchés de transition énergétique, c'est-à-dire le marché des ENR. En impact négatif, sur les parties prenantes, on peut retrouver le fait que vous avez un poids sur leur bilan carbone du client. Et donc ça, c'est pas négligeable. Et en même temps, si vous le baissez, si vous travaillez sur votre bilan carbone, ça peut être une opportunité d'ouvrir de nouveaux business. En risque, on peut citer l'arrêt des voitures thermiques qui est prévu de la production des voitures thermiques prévue en 2035 par l'Europe. Donc là, c'est clairement un risque business pour Mecaris, puisqu'une grosse partie de son chiffre d'affaires est dédiée aux voitures thermiques. Voilà, on a cité des IRO. Et maintenant, il s'agit de les placer sur la matrice de matérialité. Donc pour ça, il existe une méthodologie pour pouvoir les situer les uns par rapport aux autres. Méthodologie EFRAG qui va regarder la qualité de l'impact, positif ou négatif, le type d'effet, est-ce qu'il est avéré ou potentiel, la gravité de l'impact selon son importance, le scope, l'irrémédiabilité, la probabilité d'occurrence, l'échelle de temps. Vous voyez qu'en fait, ça ressemble beaucoup à une analyse de risque sécurité. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà fait. Donc, c'est une mesure qui est subjective, mais qui doit être le plus possible quantifiée. Donc, il y a des critères qui vont être comparables par leur valeur, par des études, et d'autres par une prospection de l'avenir d'un marché ou d'une ressource, par exemple. In fine, on ne traitera que les IRO jugés les plus pertinents. Pour une PME, comptez entre 5 à 10 IRO. Vous voyez que les post-it qu'on avait jusqu'à présent, on en avait un peu plus, et finalement, on va en garder très peu. On reprend notre exemple de matrice avec Mecaris. Pour une question de lisibilité, là, on n'en a mis que quelques-uns. On peut regarder, par exemple, en impact de l'entreprise sur les parties prenantes, la structuration des achats autour de la décarbonation, ça a un fort impact sur les parties prenantes, notamment sur les phases amont, qui sont souvent les plus impactantes. Donc, de travailler là-dessus, ça a beaucoup d'impact sur les parties prenantes. On peut parler aussi de la protection des salariés, sécurité, l'ergonomie horaire. Ça a un fort impact sur les salariés. L'impact du bilan carbone, de votre bilan carbone auprès de votre client. Là, ça peut commencer aussi à avoir un impact sur vous, enfin sur votre entreprise, puisque votre client, on voit de plus en plus que des clients choisissent les fournisseurs également en fonction de leur travail sur les données carbone. Tout en haut à droite, vous voyez un post-it qui a beaucoup d'impact et sur l'entreprise et sur les parties prenantes, c'est l'arrêt des voitures thermiques en 2035. Donc évidemment, d'un point de vue marché, c'est très conséquent pour l'entreprise, on en a déjà parlé, mais ça a un impact positif sur l'environnement puisqu'il y aura moins de gaz à effet de serre. On a remis aussi donc en impact sur l'entreprise, on en a déjà parlé, le développement du marché des ENR, et donc essayer de se placer sur ce marché-là. Les grosses intempéries plus fréquentes qui risquent d'avoir beaucoup d'impact sur l'entreprise parce que des ruptures d'approvisionnement ou d'expédition. Donc on transforme ça avec nos étiquettes ESRS et on ne garde que les IRO qui sont les plus pertinents, qui sont au bord de notre matrice. Donc ici, on en récupère 6. Je rappelle que pour une PME, on compte entre 5 à 10 IRO selon la taille de la société. Et la rédaction selon chaque ESRS se fait de façon soit narrative, chiffrée, en tout cas sourcée, et ça, c'est détaillé dans la CSRD. L'objectif principal, c'est vraiment de faire réfléchir les entreprises sur ces points et de le prendre en compte comme une opportunité de faire une analyse de pérennité. Donc vous, si vous le faites, vraiment pensez à ça, le fait d'intégrer dans votre stratégie d'entreprise cette vision aussi plus long terme. Et ensuite, que fait-on? Donc on récapitule tous les IRO à reporter.
on a dit 5 à 10, tous les data points associés que vous trouvez sur les documents de la CSRD, l'entreprise doit vérifier qu'elle est en mesure de déclarer chacun des data points. Sinon, elle doit indiquer qu'elle met en place des actions nécessaires pour savoir répondre au reporting. Il ne s'agit pas de mettre en place des actions pour réduire les impacts, mais bien de pouvoir faire sa déclaration. On prend un exemple avec Mecaris. On retrouve parmi ces data points, on l'a vu tout à l'heure, le SRS E1, et dedans, il y a le data point 6, qui est la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2 et 3. Or, le groupe n'a pas encore réalisé son bilan carbone. Donc, l'action à mettre en place pour Mecaris, c'est la réalisation du bilan carbone, scope 1, 2 et 3, en identifiant le pilote. Il faut se renseigner sur les démarches, les aides financières, réaliser le bilan appuyé par l'externe, solliciter les fournisseurs et les clients pour le scope 3. Et dans la CSRD, on n'a pas d'objectif de baisse d'impact, uniquement une obligation de moyens et d'efforts. Voilà, vous avez rédigé tous vos ESRS et maintenant, vous pouvez publier votre rapport CSRD sur la plateforme qui est européenne. Elle permet de consulter gratuitement les données de CSRD de toutes les entreprises soumises à la directive. Donc, il y a vraiment une volonté d'accessibilité, de transparence et de comparabilité avec la CSRD. Il y a une vérification qui est obligatoire de l'information par un commissaire aux comptes et un organisme tiers. On nous pose souvent la question sur les niveaux de contrôle. Évidemment, c'est quelque chose de nouveau, donc pour le moment, il y en a peu, mais ils vont aller de plus en plus fortement puisque ça va se mettre en place petit à petit. Il nous reste un petit peu de temps pour parler de retour d'expérience. Donc, sur le temps passé pour l'effort de la double matérialité, ça varie vraiment selon les secteurs, selon la taille de l'entreprise et surtout la profondeur de l'étude qu'on souhaite appliquer. Pour une PME ou un groupe de PME, donc de moins de 750 salariés, il faut compter entre 3 à 9 mois. Vous voyez que c'est assez, la fourchette est assez large. Il faut compter entre 8 à 12 jours hommes pour l'entreprise s'il y a une aide extérieure et 20 à 30 jours pour le cabinet extérieur en fonction du partage des tâches et de la profondeur de l'étude. Travailler en équipe, c'est particulièrement pertinent avec un pilote pour assurer le suivi du projet. Dans les fonctions qu'on intègre dans l'équipe qui sont absolument pertinentes et essentielles, on va retrouver la direction, les finances, les achats, les ventes, la logistique, les ressources humaines, les opérations, les HSE, qualité. Vous voyez que là, on a en fait des fonctions qui vous permettent d'avoir une bonne vision de la chaîne de valeur et des enjeux de l'entreprise. Il y a de nombreuses fédérations qui incitent leurs adhérents à s'appuyer sur une aide extérieure qui est pertinente pour la chaîne de valeur de l'entreprise. Prenez quelqu'un qui connaît votre métier ou votre chaîne de valeur. Ensuite, en ESRS vraiment incontournable, clairement, l'ESRS E1, changement climatique, c'est l'incontournable, surtout là pour le début de la CSRD. La complexité pour y répondre, ça va dépendre de la maturité de l'entreprise sur les enjeux climat et décarbonation. Donc, même si pour le moment, vous n'êtes pas soumis à la CSRD, mais que vos clients le sont, il est fort probable que le SRS E1, donc les sujets changement climatique et donc bilan carbone, ce soient les premiers points sur lesquels ils toquent à votre porte et vous challenge. Il y a des aides financières pour les PME industrielles. Il y en a pas mal. Et la transformation, elle comporte de nombreux co-bénéfices sur la baisse de consommation d'énergie, sur l'efficacité, la résilience. Vous retrouvez quelques logos en bas qui peuvent être source de financement. En termes de compétences, des organismes type OPCO2I peuvent vous aider à faire des diagnostics des compétences au sein de votre entreprise sur les sujets de transition ou de formation. Et ça, c'est donc financé en très grosse partie également.